On arrive à un élément, pour moi, essentiel, la méthode. Encore une fois, je ne suis pas prestataire quand je dis ça. Je suis accompagnateur d'organismes de formation. Ce qui est essentiel, c'est la méthode de développement. Alors, il y a deux aspects, l'aspect coopératif et ce qu'on appelle la méthode agile, qui se combinent. Le cycle de projet, vous le connaissez tous, j'imagine. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai un cahier des charges. Ce cahier des charges va déterminer la cible, va déterminer les objectifs de formation, va déterminer le public, va déterminer les modalités, des budgets, etc. Ensuite, à partir du moment où j'ai isolé les contenus qui sont clés, on va passer dans cette phase de scénarisation. La scénarisation, c'est l'écriture, pas à pas, de l'histoire pédagogique du scénario qui va être médiatisé. Le maquettage, c'est la sortie des storyboards, et le développement. Sur la partie haute, on est dans un cycle de projet où on a tout intérêt à travailler en groupe et en accompagnement. Ça veut dire qu'effectivement, soit on externalise tout. La deuxième solution, se dire, OK, sur les deux premières étapes, on va travailler en réflexion collaborative et en accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'objectif, c'est faire en sorte que ce qui sort de la phase de conception, ce soit le travail réflexif, je ne vais pas rentrer dans le détail, des formateurs qui sont des formateurs référents, prêts à jouer le jeu de la scénarisation. Alors, pour donner un cadre de budget, une formation de scénarisation, pour donner une ordre d'idée, une formation de scénarisation pour montrer comment on fait un cahier des charges et un scénario en présentiel, c'est environ 4 jours de travail en petit groupe en salle. L'accompagnement que je fais à distance, on va rajouter, ça dépend des projets, 2-3 jours de plus. L'objectif, c'est que le formateur et le groupe détiennent ces scénarios. C'est les siens. C'est-à-dire que là, on est dans une appropriation totale dans la logique de l'utilisation de ce qui a été conçu par le groupe de formateurs référents. Ensuite, on passe dans une logique d'intégration et de production. Là, je dirais qu'on n'a pas trop d'intérêt à ce que les formateurs soient mobilisés sur la phase de production et d'intégration, puisqu'en fait, un formateur, un intégrateur professionnel va réaliser ça très rapidement, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment ce qui est en haut. Donc, il y a vraiment deux phases dans le cycle projet, et la première phase peut être vraiment efficacement faite en formation-action. Le deuxième aspect, c'est le mode de travail. C'est une bonne étude de cas, ça veut dire qu'on part de travail collaboratif digitalisé. Moi, ce que je propose souvent avec des organismes de formation, c'est de le faire en situation. Ça veut dire qu'imaginons qu'ici, il y a 4 formateurs qui ont des idées de projet. OK, on s'entend sur un mode d'accompagnement et on va travailler après la formation en présentiel, un accompagnement à distance, collaboratif, en mode de travail collaboratif distance pour sortir les scénarios. Il y a donc une équipe. Cette équipe, elle est managée, c'est le responsable pédagogique et elle est soutenue par l'accompagnateur qui va faire en sorte que les règles, les méthodes de travail, tout ça soit le plus précis possible. Ensuite, la méthode agile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire méthode agile? Ça veut dire tout simplement que, à la différence de ce qui se faisait dans certaines années, où on avait un gros cahier des charges, je voulais travailler sur la création du dispositif de formation à distance de tout l'établissement, dans le parcours de formation BTS X. Aujourd'hui, on se dit, OK, on ne va pas s'attaquer à la montagne d'un coup. On va s'attaquer à un élément de développement qui est déterminant. Par exemple, celui-ci. On va commencer par scénariser, travailler sur les outils d'auto-positionnement. Stratégiquement, on va les choisir parce qu'on va se dire, OK, si on les choisit, on peut les utiliser dans diverses façons. On se rappelle de ce qu'on avait dit tout à l'heure, le contenu digitalisé est un investissement,
OK, on va les mettre en plateforme, mais on va quand même les tester en présentiel. On va les tester en présentiel et un entretien individualisé. Avant qu'une personne rentre dans le dispositif, on va sortir mon PC, et puis sur mon PC, je suis formateur, je vais faire passer en live le test d'autopositionnement pour dire, bon écoutez, voilà le résultat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous avez tous les acquis pour faire cette formation? Est-ce que vous pensez que vous pouvez en suivre une partie, etc. Première utilisation. Deuxième utilisation, je vais commencer par le mettre sur ma plateforme. Une fois qu'on a franchi cette étape, on va travailler sur des règles. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que les règles de travail et de qualité soient très rigoureuses. Ça veut dire que, on parlait tout à l'heure de démarche qualité, de gabarit. Tout ça doit être très strict pour que ça aille le plus vite possible, que ça soit le plus efficace dans la boucle. Ça veut dire que si on perd du temps, de l'énergie à discuter, oui, mais j'ai lu ton scénario, j'arrive pas à le comprendre, est-ce que tu pourrais pas... Non, c'est terminé. Donc il faut que les modèles soient précis, qu'ils soient validés par tous, et à partir de là, on avance relativement rapidement. Et là se crée une vraie dynamique collective, on va avancer cycle par cycle, et on peut aller très très loin. J'ai l'exemple d'un organisme de formation avec qui je travaille en Alsace, qui est le CRM, le Centre de réadaptation de Mulhouse. Alors, je ne sais pas s'il y a des Alsaciens dans la salle, qui est un organisme qui fait de l'orientation professionnelle et de la formation de personnes qui ont été victimes d'un handicap. Donc il y a une orientation qui est faite, et ensuite, après cette orientation, la personne attend et va changer de carrière, parce qu'en général c'est des accidents de travail, et suivre une formation XY. Cette phase d'orientation elle est capitale parce que non seulement les personnes sont en accompagnement et réfléchissent sur leur bilan de compétences, leur handicap, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils aimeraient, et ensuite attendent qu'il y ait des places disponibles pour rentrer en cycle. Et avec cet organisme, on a commencé à travailler sur des modules de préparation sur des personnes qui sont en attente. Des modules de présentation, les points clés pour se préparer. Et aujourd'hui, on travaille sur des outils qui sont utilisables en situation professionnelle. Par exemple, on a travaillé sur, je verrai tout à l'heure, l'exemple sur le Learning Game de compétences comportementales. C'était inimaginable il y a 4 ans. C'est parce qu'on a travaillé sur des cycles et petit à petit, les formateurs se sont mis en situation qu'ils ont appréciée, qu'aujourd'hui, leur exigence monte au fil de l'eau. Depuis 5 ans, sans un effort particulier. Ce qui est en jeu, c'est l'équipe, c'est l'animation de l'équipe et c'est l'envie d'aller plus loin. La dynamique collective, elle est sur le plaisir de travailler ensemble et sur le résultat acquis en situation. Donc c'est ça qui est déterminant. Donc voilà, j'insiste là-dessus. Et donc le temps est un investissement. Et travailler dans ce type de dynamique évite de créer des peurs. Parce que les peurs, elles sont légitimes au départ. On n'est pas là, enfin moi je ne suis pas là pour dire ok, c'est un super projet de formation, dire ok, on va passer du temps pour analyser ce qui est déterminant et on va travailler sur le petit truc qui va faire en sorte de démarrer une dynamique de construction de contenu. Donc voilà, deuxième élément, la logique de développement progressif. Wow.